Cette question, c'est de nous permettre d'utiliser le cas sénégalais pour tracer rapidement une histoire du politique en Afrique et comment dans cette histoire-là, il y a des moments qui sont des moments démocratiques et il y a des moments qui sont des moments de recul, d'autoritarisme. Et si on prend le cas du Sénégal qui est considéré comme une exception, c'est que d'une part, durant la période coloniale, il y a quand même eu des Sénégalais qui habitaient dans ces villes qu'on appelle des 4 communes, qui à différentes périodes, depuis la Révolution française de 1789 jusqu'à l'octroi du statut de commune à Dakar en 1887, Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar sont en fait des villes où des Africains ont la nationalité française, sont des citoyens français et en fait élisent un conseil municipal et sont engagés dans la lutte et utilisent ce qu'on appelle les éléments de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté, le statut d'être représenté. Donc ils sont gouvernés, ils ne sont pas administrés, et surtout la culture de la pétition, qui est une culture, qui est un des indices, si vous voulez, de la citoyenneté. Donc il y a une culture politique qui a émergé là, à l'intérieur de l'espace colonial. La deuxième chose qui est très importante, mais pour l'ensemble des colonies, si vous voulez, françaises d'Afrique de l'Ouest, c'est le fait que très vite, surtout après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'abord une effervescence politique dans l'entre-deux-guerres, où les Africains, après d'avoir participé à la guerre, commencent à présenter leurs revendications et à se battre pour être représentés et à se battre pour aussi avoir les mêmes allocations familiales que les Français, les mêmes conditions de travail, les mêmes ressources, etc., qui sont là aussi des revendications démocratiques. C'est pour ça que la démocratie, elle est une pratique, et une pratique inachevée. Et elle repose sur des revendications. Et la bataille pour l'acceptation de ces revendications, elle impose une logique qui est une logique de négociation. Donc on a ce premier moment de revendication qui crée une très grande culture politique. C'est ce moment où je pense les Africains entrent dans ce que j'appelle le temps du monde. C'est-à-dire qu'ils utilisent les ressources disponibles, qui sont les grandes ressources de l'éveil du nationalisme, de l'éveil des grandes revendications universelles, pour exiger des transformations. Et l'un des éléments les plus intéressants, justement, c'est que ces batailles ne sont pas seulement des batailles contre la colonisation et son autoritarisme. Ce sont des batailles aussi contre les chefs traditionnels qui sont les alliés de l'administration coloniale. Et cette bataille va être renforcée après la Seconde Guerre mondiale. Et si vous voyez, il y a 2 moments après la Seconde Guerre mondiale, entre les années 40 et 60. Le premier moment, c'est que les Africains ne se battent pas nécessairement pour sortir des empires. Ils se battent pour être traités comme des citoyens d'empire et d'avoir les mêmes droits que entre guillemets, leurs compatriotes, si vous voulez, français, anglais ou tout ce que vous voulez. Et cette bataille est une bataille pour des droits. Et cette bataille pour des droits ne va pas, si vous voulez, marcher. Mais ce que ça a donné, en général, on l'oublie, c'est qu'il y a une extraordinaire mobilisation des Africains. En particulier les Africains, ce qu'on a appelé les évolués, qui sont éduqués, mais aussi les Africains qui ont participé à la guerre, les vétérans de la guerre, comme après la Première Guerre mondiale en fait. Et donc cette effervescence doit aussi nous amener à considérer que ce moment est un moment démocratique, qu'il y a un pluralisme politique,
il y a plusieurs partis avec des inspirations différentes, ethniques, inspirations religieuses ou inspirations modernes, genre idéologiques. Par exemple, dans la plupart de ces pays, il y a des partis communistes très forts ou des partis apparentés, en fait, au Parti communiste français. L'un des éléments les plus intéressants, Houphouët-Boigny commence une carrière politique avec un parti régional, le RDA, affilié au Parti communiste français. Donc ces questions d'un moment démocratique sont importantes. Pourquoi je dis 60? Parce que 60, c'est l'indépendance. C'est-à-dire les Africains n'obtiennent pas le droit à l'intérieur de l'Empire. Ils vont se mobiliser pour l'indépendance. Et ce moment nationaliste est un moment d'effervescence politique, un moment d'effervescence démocratique, un moment où les Africains ne sont pas d'accord, y compris les gens qui veulent l'indépendance ou les gens qui ne sont pas contre. Et l'une des traductions en Afrique de l'Ouest, c'est le fait que la Guinée va voter pour le non en 1958, alors que les autres pays vont voter pour le oui. La deuxième chose qui semble importante, Senghor, Mamadou Dia se battent pour la fédération de l'Afrique de l'Ouest. Houphouët-Boigny est contre l'idée de fédération. Et c'est ça qui montre cette espèce de vie extraordinaire de la démocratie. La fin de cette trajectoire, c'est, si vous voulez, entre 65 et 68. Entre 65 et 68, c'est l'émergence du parti unique. Mais c'est aussi la période des premiers coups d'État, qui commence au Togo et qui va continuer jusqu'en 66. Ça va passer par le Nigeria, le Ghana en 66 et le Mali. Donc, et cette période de l'autoritarisme est une période de clôture de ce qu'on pourrait appeler la démocratie et l'effervescence démocratique. Et si vous voulez, c'est entre 70 et 90 qu'il y a cette période qui est une période non seulement d'autoritarisme, qui est une période de répression. Pourquoi le cas sénégalais est intéressant? C'est que toute cette présentation que j'ai faite s'inspire effectivement de ce cas sénégalais. J'ai commencé par dire les quatre communes et la culture politique. Et j'ai commencé aussi à dire, au Sénégal, cette culture, il y a eu une première crise en 62 qui est très intéressante entre le président Senghor et le président du Conseil. Et c'est une bataille autour du rôle du parti et du rôle de l'État. Est-ce que c'est le parti qui définit la politique ou est-ce que c'est le président de la République et l'État? Mamadou Dia va perdre cette bataille. Et cette bataille va, si vous voulez, restructurer le système sénégalais. Et il va le restructurer, en fait, elle va le restructurer en faisant du président, si vous voulez, le principal agent politique. Mais aussi, c'est cette période, mais même durant cette période de 62 à 66, le Sénégal reste un système multipartisan. C'est-à-dire qu'il y a encore plusieurs partis, et c'est en 66 qu'il y a le tournant. Et ce qui est intéressant dans ce tournant, où il y a un parti unique, Senghor dit que ce n'est pas un parti unique, mais c'est un parti dominant. C'est-à-dire, mais quand il dit parti dominant, il veut souligner qu'il y a plusieurs tendances à l'intérieur du parti. Et ces tendances animent la vie démocratique. Mais à partir de 1966, quand le Sénégal fait face à des crises, là, la solution n'est pas une solution de coup d'État. C'est Senghor qui va lui-même faire ce qu'un de mes collègues appelle une révolution passive. C'est-à-dire, il va ouvrir son système, il va coopter dans son parti de nouveaux membres et il va théoriser l'idée d'un parti unifié dans lequel différentes tendances sont capables non seulement de se battre, mais de négocier. Et il va aussi desserrer l'État. Donc il va décider de choisir un Premier ministre. Alors que dans la plupart des systèmes qui ont été mis en place, il ne peut pas y avoir deux chefs. Le bicéphalisme est quelque chose qui est totalement interdit. Lui, il va rétablir le bicéphalisme. Et en 1974, il va
ouvrir le système, ce qu'il va appeler l'ouverture démocratique, en reconnaissant 3 partis. Mais là aussi, l'intérêt, c'est qu'il a d'abord eu un Premier ministre. Et là aussi, un de mes vieux collègues dit que Senghor n'a pas seulement choisi son successeur. Le Premier ministre Abdou Diouf qui choisit, et il va y avoir un article 35 qui va faire du Premier ministre l'héritier du président de la République en cas de vacances du pouvoir. Mais il a aussi choisi son opposant, Abdoulaye Wade. Et il crée un système. Et ça, c'est la réponse de Senghor au problème auquel il fait face. Et quand Diouf devient président en 1981, il va élargir le système. Lui aussi va réagir aux contraintes auxquelles il va faire face et il va ouvrir le pluralisme intégral. Et ce pluralisme intégral, et c'est sur quoi donc, si vous voulez, la solution sénégalaise, elle est différente. Mais elle permet de lire ce qui s'est passé. Et la situation actuelle, c'est justement, et c'est ça qui est intéressant, comment, dans un premier moment, en 2012, il y a cette bataille autour du 3e mandat, autour de Wade. Et finalement, Wade est candidat pour un 3e mandat, mais il est battu. Donc il y a une alternance. Donc c'est une réponse sénégalaise à la situation. Et l'alternance a été possible parce qu'entre 1988, une des grandes batailles électorales entre Wade et Diouf, et 2000, il y a eu des batailles continues, et c'est toujours dans ce cadre de la transition démocratique, pour avoir un système où il y a une administration des élections. Là, la bataille, c'est une bataille autour des élections et comment les organiser, comment les administrer. Cette bataille, elle est réglée avant les élections 2000, mais ça a duré 12 ans de bataille. Et quand cette question est réglée, donc il y a une alternance. Et cette alternance s'intéresse à consolider la réforme du système électoral et à, si vous voulez, limiter les mandats présidentiels. Et cet élément est intéressant parce que l'une des questions est réglée, l'autre est plus ou moins réglée. Mais en fait, parce que la réforme de 2016 n'a pas permis, si vous voulez, de régler ce problème. Et c'est ce problème qui ressurgit. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, les Sénégalais règlent la question de l'administration des élections, mais ils règlent une deuxième chose. Ils battent dans les urnes Wade perd. Et le nouveau président arrive et accepte de faire toute une série de réformes. Et dans cette période aussi, l'autre chose intéressante, il y a une bataille autour des institutions et de leurs réformes. C'est pour ça qu'il va y avoir des assises nationales qui sont une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus consensuelle. C'est-à-dire tous les partis vont y participer, la société civile, etc., sauf la coalition au pouvoir. Mais l'actuel président a accepté au moment des élections d'adopter cela, de se joindre à ceux qui sont battus pour ça. Et il a accepté aussi de faire ces réformes qu'il va faire avec la réforme de la Constitution. Et tout le monde avait cru que la question, qui est la question du 3e mandat, était réglée. Et la grande question, c'est qu'on s'est retrouvé face à cette crise où il y a eu presque 30 morts pendant ces 3 dernières années. Mais ce qui est là, si vous voulez, la révolution qui s'est passée, c'est que cette fois-ci, les Sénégalais ne se sont pas battus uniquement pour que le président ne se représente pas. Ils se sont battus pour dire qu'il faut respecter la Constitution et les provisions de la Constitution. Et ça, c'est une révolution en Afrique. C'est-à-dire ce retour à la Constitution et cette réclamation d'une Constitution par la population. Et ça va avoir, si vous voulez, des conséquences dans toute l'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique aujourd'hui, les gens vont, non seulement ce qu'ils ont déjà fait dans la plupart des cas, se sont battus pour
la limitation des mandats dans la plupart des cas qui n'ont pas été respectés, mais aujourd'hui, les gens vont se battre pour cela. Et ça, c'est effectivement une révolution. Si vous voulez, c'est un peu la trajectoire de ces batailles pour la transition, mais elles doivent être inscrites dans une logique historique. La première chose, c'est que ces années 90 sont des années de crise économique, de crise sociale, de crise politique, déterminées par trois éléments qui sont les grands éléments des autres transitions. Quand on parle de transition démocratique, on parle de transition politique, mais il y a une transition démographique, l'explosion de la population africaine. Il y a une transition économique, la grande question de la dette africaine. Et ces trois transitions vont se conjuguer pour imposer de nouvelles démarches, mais aussi pour mobiliser des sociétés africaines qui se retournent sur elles-mêmes. On ne peut même pas parler de crise. Elles sont en train de se retourner sur elles-mêmes. Donc il y a des crises partout qui deviennent parfois des crises violentes. Si vous vous souvenez, c'est la période où il y a les enfants soldats. C'est une période terrible. Et cette période, les Africains vont tenter de trouver des solutions de l'intérieur, mais aussi parce que l'Afrique de plus en plus est perçue comme mettant en danger l'équilibre du système mondial. Les bailleurs de fonds, les partenaires, etc., vont arriver à proposer leurs propres solutions. Ce sont les solutions de la bonne gouvernance en termes politiques et juridiques. Ce sont les solutions qui sont les solutions des politiques d'ajustement structurel. Et c'est pour ça que, si vous voulez, la plupart des observateurs étrangers en particulier négligent le rôle pionnier des Africains dans la bataille pour la démocratie, en disant que ce sont les bailleurs de fonds qui sont en fait les pionniers de ce changement. En particulier en France, c'est tout le débat autour du discours de la boule. Alors que si on regarde attentivement ce qui s'est passé, c'est que les demandes africaines dépassaient les demandes de stabilité, les demandes de la possibilité de repayer la dette qui était l'obsession des bailleurs de fonds et des organisations de Bretton Woods. Donc, au lieu d'interpréter les interventions des bailleurs de fonds comme, en fait, le stimuli aux transitions démocratiques, c'est plutôt des interventions dont le rôle est d'encadrer les transitions et de ne pas mettre en danger leurs intérêts. Je pense véritablement que, si vous voulez, la question de la démocratie, elle a été saisie par les Africains. Personne ne leur a dit ce qu'il faut faire. Les Africains se sont trouvés en situation où ils se sont rendus compte que ce qu'on leur avait offert au moment de l'indépendance, dans ces années du parti unique et de l'autoritarisme, c'était que ce sont des sociétés composites, hétérogènes, avec des problèmes ethniques, régionaux et religieux. Et la seule solution, c'était créer deux choses qui sont devenues les obsessions. La cohésion sociale et la stabilité. Et dans une certaine mesure, l'idée qu'on ne pouvait pas y opérer sans la violence. Et cette violence a été dévastatrice. Et les Africains se sont dit que la promesse du développement qui était faite n'était pas parachevée. Donc ils ont commencé à se battre, effectivement, pour desserrer l'étau et de l'État et du parti unique. Donc ce sont les Africains qui se sont battus. Personne ne les a amenés à se battre. Et je pense qu'il est important de reconnaître ça. Et c'est ça aussi qu'il faut que... Oui, les Africains ont, dans ces batailles, rejoint, si vous voulez, un courant qui est un courant universel. L'idée que toutes les sociétés ont besoin de démocratie
d'être des sociétés ouvertes. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle la démocratie a les mêmes figures partout. Mais l'idée d'une société ouverte qui va plus loin que la démocratie, c'est cela que les sociétés mondiales cherchent et c'est cela que les Africains recherchent. L'enlisement, elle est absolument en relation avec, si vous voulez, la manière dont les questions ont été posées. En fait, les grandes bagarres des conférences nationales ont surtout tourné autour des réformes institutionnelles, ont surtout tourné à répondre à des questions de l'organisation sociale et de l'organisation politique. Mais on ne s'est pas soucié de ce qui fait, et c'est là où on peut revenir à un autre élément de la démocratie, c'est que la démocratie n'est pas uniquement institutionnelle, c'est d'abord une culture. Et une culture démocratique qui repose sur des principes démocratiques qui doivent aider à mettre en place une société démocratique. Et ce sont ces trois moments qui doivent structurer, si vous voulez, une transition démocratique. Ce qu'on a fait en général, c'est qu'on a mis en place des institutions, on a mis en place des institutions sans même leur faire parler les langues vernaculaires. On a mis en place des institutions que les populations elles-mêmes, dans une certaine mesure, ne comprenaient pas. Mais cette culture démocratique, elle existe, mais elle existe au sein d'une élite. Et ce qui fait que cette démocratie est une bataille entre les différentes couches de l'élite. Et cette bataille entre les différentes couches de l'élite, au lieu d'avoir un impact pédagogique sur les populations, a plutôt un impact de division et de fragmentation. Parce que chaque groupe utilise les ressources, en particulier les ressources ethniques, pour se construire un pouvoir d'une part, et d'autre part, les ressources ethniques qui auraient pu avoir, si vous voulez, une force d'alimentation d'une réinvention des communautés africaines de manière plus positive pour participer à la construction des États modernes ne s'est pas passé. En fait, la meilleure manière de résister à toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle la nécessité de la délibération, d'une part, et d'autre part, l'exigence de reconnaître le pluralisme, que nous sommes des sociétés de la diversité et du pluralisme. Et des sociétés de la diversité et du pluralisme sont contraintes de négocier, de faire de la délibération et du compromis. Mais ça, c'est le génie des sociétés africaines avant la colonisation. Ce sont des sociétés qui n'intégraient pas, ce sont des sociétés qui n'assimilaient pas, et ce sont des sociétés qui reposaient sur la reconnaissance de fragments. Et ces fragments étaient capables, si vous voulez, ces fragments ont toujours été capables de trouver des éléments d'articulation. C'est-à-dire que si vous comparez les démocraties libérales aux sociétés africaines, les démocraties libérales reposent sur l'idée de l'individu. Et c'est autour de l'individu que se construit la démocratie libérale. Nous, on n'a pas ce système. Donc la seule possibilité, c'est, dans une certaine mesure, de réinventer la communauté et d'en faire à la fois une communauté plurielle, et cette communauté plurielle de la délibération, et de faire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État ou les grandes constructions régionales, les faire reposer effectivement sur la communauté. Mais une communauté qui est réinventée parce qu'elle a été, si vous voulez, impactée négativement par la gouvernance coloniale.
Mais il n'y a pas une démocratie unique. La démocratie américaine est différente. Et ça, on le voit encore, pire encore qu'aujourd'hui, que la démocratie qui est, si vous voulez, la démocratie française ou la démocratie anglaise ou tout ce qu'on veut. Il y a des... Vous savez, par exemple, la démocratie belge, la démocratie anglaise, la démocratie suédoise sont des démocraties monarchiques. Il y a des démocraties où la laïcité n'est pas centrale, alors que la démocratie française repose sur cette idée républicaine d'une monarchie laïque où le citoyen est sans sexe, incolore et inodore. Donc, mais tant que cette démocratie repose sur ce que j'appelle le double courant, qui est le courant que la démocratie n'a pas d'ethnie et n'est pas accrochée à des sociétés précises, mais qu'elle est portée par une culture, ou par des cultures qui sont des cultures particulières, on a effectivement quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que les démocraties s'adaptent et doivent s'adapter à des cultures. Si vous voulez, c'est une réflexion que j'emprunte à Alexis de Tocqueville. Tocqueville a écrit 2 grands livres parmi les nombreux ouvrages. Le premier, c'est sur l'Ancien Régime, c'est-à-dire le passage de la France, de la monarchie à la République, et qu'il lit comme un passage d'une société qui devient une société moderne. Le passage de société traditionnelle à une société moderne. Et cette première transition politique est indispensable pour une transition démocratique. Et il dit que ce que cette transition détruit, c'est ce qu'il appelle la règle aristocratique. Et l'émergence donc de l'individu plus des catégories qu'on connaissait. Et il va écrire aussi ce livre qui s'appelle « De la démocratie », qui porte sur les États-Unis. Et c'est une explication de la démocratie américaine et de sa construction. Et il compare avec la France de l'Ancien Régime et la France révolutionnaire. Mais ce qu'il dit, c'est que ces 2 cas qu'il regarde, c'est vrai, sont des cas historiques, attachés à des sociétés spécifiques. Mais c'est une histoire de l'homme. Et c'est une histoire qui, si vous voulez, déborde des situations locales dont il parle. Et la démocratie, c'est une promesse humaine. Et donc, dans ce cadre, comme je disais tout à l'heure, la démocratie, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas ethnique, mais elle a des formulations qui prennent en considération ces dimensions culturelles et ces dimensions ethniques. Et l'intérêt, c'est précisément cela, c'est cette modernité dont parle Tocqueville et l'importance de cette modernité pour comprendre les transformations humaines, pour juste penser une manière d'organiser les sociétés humaines de la manière qui leur permet d'être des sociétés pacifiques, des sociétés dans lesquelles, par la délibération, les conflits sont des conflits qui peuvent être résolus. Donc, en fait, il n'y a pas... Les leaders autoritaires africains ont essayé de dire que la démocratie ne sied pas à l'Afrique. Ils ont dit aussi, ils ont sorti l'idée que l'Africain a toujours besoin d'un chef, alors que c'est totalement faux, en fait. Le chef africain tel qu'on en a hérité après la colonisation est un chef qui a été reformaté par la colonisation. Mais il est vrai que les sociétés africaines aussi, je parlais tout à l'heure de Tocqueville et de sa règle aristocratique qu'il était nécessaire de démanteler pour la modernité occidentale, si vous voulez, française en particulier. Aujourd'hui, probablement en Afrique, les 2 règles, disons,
auquel dont il faudrait s'occuper, c'est la règle de la génération, qui fait que les jeunes sont exclus des processus de décision et sont subordonnés aux anciens, et la règle du genre, qui aussi exclut les femmes de l'espace politique, d'une certaine manière. Et l'intérêt, au moins pour beaucoup d'historiens, c'est de montrer que, en particulier, les grands conflits, si on essayait de trouver un principe qui a, si vous voulez, présidé au conflit en Afrique, probablement le principe, c'est le conflit de génération. Quand une génération, en fait, ne peut pas passer de l'adolescence à l'âge adulte, et quand les termes de l'initiation qui a servi à la socialisation ne fonctionnent plus, il y a les révoltes. Et en fait, y compris certains de mes collègues ont montré comment la bataille pour l'indépendance, comme je disais tout à l'heure, peut être interprétée comme un conflit de génération entre cette jeunesse africaine éduquée contre les chefs traditionnels qui sont associés aux colonisateurs. Donc on va très bien. Et aujourd'hui, probablement, démanteler ces deux règles permettrait de régler toute une série de problèmes, au moins d'ouvrir un espace de négociation et de recréation des instituts. Mais l'énorme problème, c'est qu'aujourd'hui, l'immense, si vous voulez, proportion de jeunes dans les sociétés africaines crée des problèmes absolument nouveaux. Et j'ai une collègue mozambicaine qui est anthropologue, Alcina Unwana, qui a fait peut-être une des études les plus intéressantes sur les mouvements de jeunes depuis la crise tunisienne, et qui dit que, en fait, ce qui est aujourd'hui l'énorme problème, elle utilise un mot anglais, waithood, l'attente, c'est-à-dire cette longue attente pour devenir un adulte. Et cette longue attente est effectivement la source des gros conflits africains. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, la capacité de repenser la démocratie comme c'est arrivé. Si on dit que la démocratie commence en Angleterre au XVIIe siècle, c'est-à-dire le principe de desserrement continu des systèmes autoritaires, d'une part, et d'autre part, la création d'un territoire qui permette aux gens d'interagir à égalité. Parce que le capitalisme, c'est ça qui est le plus important. C'est que les individus sont pensés comme égaux, en termes de conditions. Peut-être pas en termes de culture ou d'histoire, mais en termes de conditions. Et c'est ça qui soutient le système. Mais ça a été adapté différemment selon les pays. Et c'est pour ça que les pays démocratiques n'ont pas tous les mêmes institutions. Et l'Afrique, le problème, c'est que l'Afrique doit aussi, comme je disais, inventer sa propre démocratie. Ça ne veut pas dire que l'idée des démocraties africaines et tout ça, c'est des histoires. La démocratie doit être déclinée dans des conditions qui sont propres à la société qui la repense. Mais il n'y a pas de démocratie africaine, il n'y a pas de démocratie française, il n'y a pas de démocratie anglaise. Ces démocraties sont le produit d'histoire, d'emprunt, de transformation. Et c'est, comme je disais l'autre jour, la démocratie est un projet inachevé. Dès qu'on pense qu'elle est achevée ou qu'elle est associée à une ethnie ou à une culture, elle ne fonctionne pas. Parce qu'elle tend effectivement à exclure ceux qui ne sont pas de cette culture. Et c'est ça qui est intéressant. Vous savez, quand vous reprenez la discussion sur la parité en France, l'une des plus grandes historiennes féministes françaises était contre la parité, parce que la parité remettait en cause l'idée d'égalité de tous les citoyens.
C'est-à-dire, et cette idée pour elle était importante, parce que si vous avez une compréhension de la citoyenneté en termes de sexe, vous allez la voir en termes de race, vous allez la voir en termes de religion. Mais la France, qui a une idée radicale de la citoyenneté, dit, par exemple, on ne sait pas précisément il y a combien de Noirs en France, parce qu'il est interdit de les compter légalement. Parce que la citoyenneté, elle ne peut pas faire ça. On peut être pas d'accord. Moi, je vis dans une société où les Français disent que la société américaine est communautariste. C'est vrai. C'est à la fois individuel et communautariste. Mais l'idée que la communauté doit être représentée. Par exemple, si on n'avait pas ça, on n'aurait jamais eu aux États-Unis, en fait, la reconnaissance des LGBTQ. Parce que les Américains, en fait, on a un poids politique parce qu'on fait partie d'une communauté en tant qu'individu. Tandis qu'en France, il y a une déconnexion des deux. Donc, si vous voulez, comment les Africains peuvent faire de telle sorte qu'ils peuvent utiliser à la fois des ressources culturelles présentes dans leur société, mais la conjuguer avec d'autres ressources qui ne viennent pas nécessairement d'eux. Par exemple, moi, quelquefois les gens rigolent quand je dis, quelquefois je dis, oui, il faut faire une campagne pour la promotion de l'individu en Afrique. Absolument. Parce que l'individu est important aussi dans la compréhension du groupe, dans la stabilité du groupe et dans son fonctionnement. Il est tout aussi vrai que repenser ces éléments, et des gens comme Senghor ont essayé de le faire et ont échoué, et repenser ces éléments pour permettre d'imaginer une démocratie qui sied aux sociétés africaines dans les variétés, parce que ces démocraties seraient différentes d'une société à l'autre, parce que les communautés qui forment ces sociétés sont différentes. Donc c'est une nécessité de faire cela. Il y a beaucoup de personnalités qui m'ont marqué. Il y a une éducation qui m'a marqué, c'est l'éducation de mes parents, autant de mon père que de ma mère. Et probablement plus ma mère m'a marqué parce qu'elle s'intéressait aux phénomènes sociaux et s'intéressait aux phénomènes politiques. Mais en général, je ne m'attache pas. D'une période à l'autre, je peux changer. Je peux dire que probablement, ces 10 dernières années, la personnalité qui m'a le plus marqué intellectuellement et aussi politiquement, c'est Toni Morrison. À cause de sa manière de penser la race en relation avec la trajectoire, si vous voulez, les trajectoires identitaires des Noirs. Et la manière dont elle a développé assez tôt une réflexion sur la race dans la construction d'identité culturelle. Et sa manière aussi de penser le genre dans le récit historique. Et ça m'intéresse depuis 10 ans, parce que depuis un peu plus de 10 ans, je pense que probablement quelque part, les gens qui, dans une certaine mesure, contribuent le plus à une bonne compréhension de l'Afrique et sa complexité, ce sont les artistes, les auteurs et les artistes plasticiens. Parce que l'art, c'est l'imagination, et l'imagination, c'est la liberté. C'est déjà le présent.